D'abord, merci beaucoup Alison pour l'invitation et pour l'organisation du colloque. Bon, évidemment, malgré tout, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Vous allez comprendre assez rapidement que je ne suis pas familier nécessairement avec le domaine de l'éthique appliquée. En fait, ce que je souhaiterais plutôt, c'est vous soumettre quelques idées sur la façon dont l'anthropologie, qui est peut-être plus mon champ d'intérêt, comment l'anthropologie peut contribuer d'une certaine façon à favoriser non seulement le dialogue interculturel dont on a besoin dans notre société actuelle, mais peut nous aider à faire des choix éclairés en matière de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la diversité culturelle. Alors, vous le savez, dans notre société, nous sommes de plus en plus pluralistes. C'est une réalité qui est actuelle et croissante. Ça va aller en augmentant ce pluralisme. Donc, ça soulève un certain nombre de défis, dont un défi auquel on est confronté, auquel toutes les sociétés libérales et sociétés d'immigration comme la nôtre sont confrontées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut assurer un certain équilibre entre, d'une part, le respect des libertés fondamentales de chaque individu et la nécessité de maintenir une certaine cohésion sociale. Donc, où est-ce qu'on situe le point d'équilibre entre ces deux nécessités? Alors, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, et on peut se demander qui doit faire les choix et comment ces choix doivent être faits. Au Canada et au Québec, on a une certaine tendance à attendre après les gouvernements pour faire quelque chose. On s'attend à ce que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, qui prennent en charge cette gestion de la diversité culturelle et adoptent des lois, des règlements, peu importe. C'est probablement lié à au moins un facteur historique, il y a probablement plusieurs facteurs, mais il y a certainement un facteur historique dans la mesure où au Canada, les initiatives en matière de gestion de la diversité sont toujours venues de l'État. Dès le régime britannique, ce sont des autorités coloniales qui ont décidé ce qu'on allait faire avec les Autochtones et avec les Canadiens français. La politique du multiculturalisme, ça vient du gouvernement fédéral au début des années 70, et l'interculturalisme au Québec, c'est une approche qui est développée au fil des ans par l'État. La difficulté avec ça, c'est que ces approches gouvernementales ont rarement un grand succès, c'est-à-dire que, bon, depuis le 18e siècle, on ne peut pas dire que les relations francophones et anglophones, les problématiques ont été réglées au Canada, ça fait encore partie du paysage. Le multiculturalisme n'a certainement pas favorisé la situation des Autochtones au Canada. Et on a au Québec encore nos problématiques récurrentes, nos débats récurrents par rapport à ce qu'il faut faire avec la diversité culturelle. Et au Québec en particulier, on a vu, par exemple, en 2010, le projet de loi C-94, en 2013, le projet de loi C-160, la Charte des valeurs, là, on rentre dans le débat sur C-62 actuellement, qui sont des initiatives étatiques pour gérer d'une certaine façon la diversité culturelle. Mais chacune de ces initiatives-là a pour principal mérite de déplaire à pratiquement tout le monde. Les tenants de la laïcité stricte trouvent que les projets de loi ne vont pas suffisamment loin. Les tenants de la laïcité ouverte trouvent que c'est inutile et que ça stigmatise certains nouveaux arrivants. Les musulmans, qui sont souvent les premiers visés par ces projets de loi, évidemment, les associations sont rarement très favorables à ces projets de loi-là. Bref, je ne suis pas convaincu que la voie d'avenir passe par les gouvernements, des lois et ainsi de suite. Je suis plutôt d'avis que la solution vient plutôt de la base, c'est-à-dire des citoyens eux-mêmes, et elle doit passer par le dialogue interculturel. Et c'est peut-être pas l'image que nous rendent les médias souvent, mais dans notre société, il y a des dialogues interculturels et des modalités d'accommodement qui sont très fréquentes et dont on entend très peu parler.
mais qui sont très efficaces souvent. Je donne souvent l'exemple à l'Université de Sherbrooke, au campus à Sherbrooke. Il y a depuis très longtemps une chapelle qui est une chapelle catholique pendant longtemps sur le campus. Et lorsque des associations étudiantes musulmanes et autres ont commencé à demander des espaces, des lieux de culte aussi sur le campus, on a décidé de faire de cette chapelle catholique une chapelle multiconfessionnelle. Donc le lieu est partagé entre les différentes associations étudiantes. On s'est réparti l'horaire du local et tout fonctionne très bien. On n'a jamais entendu vraiment parler de cette réalité-là à l'Université de Sherbrooke. Il faut le savoir pour le savoir. Ça n'a pas été très publicisé, mais des exemples d'accommodement comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a énormément au Québec. Ceux dont on entend parler sont ceux qui tournent mal ou qui sont plutôt des formes d'accommodement déraisonnables. Alors, je pense que l'avenir passe beaucoup par le dialogue citoyen, le dialogue interculturel. Maintenant, il y a déjà des belles réussites de ce côté-là, mais visiblement, on manque encore un peu d'outils pour faciliter ce dialogue interculturel. Et c'est à ce niveau-là, je pense que l'anthropologie peut amener certains outils pour faciliter le dialogue. Donc, ce que vous avez sur l'écran ici, ce sont des éléments qu'on pourrait intégrer dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de posture à l'appui d'un dialogue interculturel constructif. Donc, un certain nombre de principes qui ont été, pour la plupart, développés à travers des discussions, notamment avec les étudiants du cours éthique et interculturalité qui s'offrent ici dans les programmes en éthique appliquée. Et je n'irai pas dans le détail pour chacun, mais je voulais vous en illustrer quelques-uns simplement pour vous montrer comment ce genre de principe peut être utile. Le premier, qui peut sembler peut-être paradoxal, c'est l'idée, dans une situation d'interculturalité, dans une situation où il y a un conflit de nature interculturelle. Je pense que la première chose à faire, c'est d'éviter de surévaluer l'importance du facteur culturel. C'est-à-dire que quand deux personnes d'origine différente ou deux groupes d'origine différente ont un conflit, on a souvent le réflexe de faire porter ça sur la responsabilité de la culture. Alors que dans les faits, souvent, la culture n'a pas grand-chose à voir avec le nœud du problème. Ça, je le vois beaucoup chez nos étudiants à la maîtrise en médiation interculturelle qui, en fin de parcours, ont un stage à faire dans un milieu où il y a des enjeux interculturels, donc ils sont appelés à jouer un rôle de médiation. Et quand ils reviennent du stage, souvent le réflexe, le commentaire qu'on a, c'est que, dans le fond, il n'y avait pas grand-chose de culturel dans leur problème. C'est un problème d'incompréhension, de mauvaise interprétation d'un règlement, et ainsi de suite. Et je voulais donner juste un exemple. Ici, au campus de Longueuil, il y a quelques années, la direction de l'université m'avait convoqué parce qu'il y avait ici un problème interculturel avec un professeur chinois. Parce que le professeur chinois qui était invité ici demandait des choses qui étaient jugées inappropriées, ne respectait pas la hiérarchie entre les employés de l'université, bref et tout. Un gros problème interculturel. Alors, on a essayé de faire un travail de médiation pour se rendre compte que, dans le fond, ce professeur-là était au campus ici, dans le cadre d'une entente entre notre université et l'université chinoise qui visait notamment la circulation des enseignants. Mais il était parti de Chine sans avoir aucun mandat précis en venant à Sherbrooke. Et arrivé à Sherbrooke, l'université ne l'a pas vraiment encadré, il ne lui a pas donné un mandat non plus. Alors, la pauvre personne essaie de se débrouiller, de se rendre utile, cherchait des informations à gauche, à droite et tout, ce qui entraînait le problème. Mais vous voyez, il n'y a rien de culturel derrière cette situation-là. Alors souvent, c'est un piège de tomber dans l'explication culturelle de facto. Et le problème, c'est que si on met toute l'énergie à régler le problème dans son aspect culturel, on passe à côté de ce qui est le véritable nœud du problème. Et un peu dans la même veine, je pense qu'il faut éviter aussi de chercher à porter un jugement sur la validité ou non d'une revendication culturelle ou d'une identité culturelle. Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Est-ce que les Autochtones qui se revendiquent d'une ancestralité, c'est vrai leur affaire? Est-ce que ce pas des gens qui vivent dans le même monde que nous, qui, pour des
des questions d'opportunisme se représentent comme étant identiques à ce qu'ils étaient il y a 200 ans, avec bon, ce genre de remise en question. Là aussi, il y a un piège, parce que dans le fond, c'est pas tellement la validité de l'identité ou du trait culturel qui est revendiqué ou qui importe, mais c'est plutôt pourquoi. Pourquoi on se dépeint par une telle identité culturelle, pourquoi on revendique telle chose. Là aussi, je vous donne un exemple assez frappant. Il y a au moins un étudiant qui est en cours avec moi cette session-ci ici, qui va trouver que je me répète, mais je n'ai pas un meilleur exemple. En même temps, je commence à être un vieux prof aussi, c'est normal de se répéter. Mais j'ai été impliqué il y a quelques années dans un cas assez intéressant qui était en fait le cas de gens de Chicoutimi, qui étaient des chasseurs, et qui avaient des camps de chasse dans une région près de Chicoutimi depuis très longtemps. Et à la fin des années 90, ils ont reçu des avis d'éviction de la part du gouvernement parce que bon, leur camp de chasse était sur des terres de la couronne, c'était illégal. Et au même moment, le gouvernement s'apprêtait à attribuer certains privilèges aux Inuits, aux Autochtones de la région, sur le même territoire dans le cadre d'une négociation d'une entente, ce qu'on appelait l'approche commune avec les Inuits à l'époque. Alors, les chasseurs, évidemment, n'ont pas très bien reçu la nouvelle et ont décidé que, finalement, eux, ils étaient des métis, parce qu'ils avaient des ancêtres autochtones. Et comme métis, en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle, ben, ils avaient des droits ancestraux. Donc, notamment celui de pratiquer la chasse pour leur subsistance. Alors, si on a un droit ancestral de pratiquer la chasse, on ne peut pas être évincé de notre territoire. On ne peut pas être forcé à détruire nos camps de chasse. Alors, c'est allé devant les tribunaux jusqu'en Cour supérieure, et en Cour supérieure, il y a eu un long procès où, de part et d'autre, du côté du gouvernement et du côté des métis, on s'est obstiné à savoir si l'identité de ces métis-là était réelle ou inventée. Est-ce qu'on est vraiment devant une communauté métisse historique ou on n'est pas devant un groupe qui essaie de tirer avantage de certains privilèges politiques? Bon, finalement, les métis ont perdu. Donc, ils sont aussi, les chasseurs sont aussi frustrés qu'ils l'étaient avant le début du procès. Mais tout ça qui a coûté très cher n'a rien donné en bout de ligne parce que, dans le fond, le nœud du problème, ce qui était à la base du problème, c'était qu'un groupe d'individus considérait être victime d'une injustice. Pourquoi on nous enlève quelque chose à nous qu'on va donner à quelqu'un d'autre? Si on avait agi d'entrée de jeu à ce niveau-là et qu'on avait expliqué la situation aux chasseurs, d'essayer de trouver des voies de compromis, peu importe, on se serait probablement évité des années de procédures juridiques qui ont coûté des millions de dollars, principalement à la province, parce qu'elle a dû payer aussi pour la défense des métis, qui n'avaient pas d'argent pour payer leur pauvre. Vous voyez un peu l'absurdité de la chose. On aurait pu s'éviter tout ça si on avait vraiment mis le doigt sur le réel problème dès le départ, qui encore là n'avait rien de culturel vraiment. Alors, ça rejoint, le point 2 rejoint le point 3 dans la mesure où je pense que face à des revendications culturelles, il ne faut pas s'arrêter simplement à ce qui est revendiqué, pas simplement à l'identité métisse, au port du kirpan ou autre chose, mais voir, aborder ça dans une perspective plus large. Quelle est la signification de ça pour les gens qui revendiquent? Et qu'est-ce qui les amène à revendiquer une telle chose? Et souvent, là, on se rend compte que la dimension culturelle, elle est plus ou moins influente dans un tel contexte. Le quatrième point, assez rapidement, il faut éviter aussi, je pense, d'interpréter de facto une revendication culturelle par une minorité ethnoculturelle comme un refus d'intégrer la société d'accueil ou comme un jugement qui est porté par cette minorité-là sur la valeur de notre société qui l'accueille. La très grande majorité des études sur les nouveaux arrivants vont montrer qu'il y a toujours deux objectifs fondamentaux qui animent quelqu'un qui décide de vivre dans notre société. Le premier, c'est d'intégrer la société et surtout le marché du travail pour vivre dans des conditions matérielles qui sont décentes pour lui et sa famille. C'est la priorité habituellement. Et l'autre objectif, c'est d'avoir un certain espace pour préserver une partie du moins de sa culture et de sa religion d'origine.
parce que la culture et la religion, ça fait partie de l'individu lui-même, et c'est une façon pour lui de faire du sens de son parcours migratoire. Ça lui donne des repères pour comprendre ce qui lui arrive, faire du sens de ce qu'il vit. Alors, souvent, dans notre perspective, on est porté à voir là, à voir dans des nouveaux arrivants qui restent attachés à leur culture, à leur religion, une sorte de refus d'intégration dans notre société, alors que pour les immigrants, les nouveaux arrivants, ces deux réalités-là sont compatibles. Intégrer la société et préserver une certaine identité culturelle et religieuse. Et je dirais même plus que pour eux, la préservation de cette identité culturelle et religieuse, c'est un outil pour mieux intégrer la société. Alors que, comme je disais, dans notre perspective, ce n'est pas nécessairement le premier réflexe qu'on a. Alors déjà, si on arrivait à se placer un peu dans la position de ces nouveaux arrivants, essayer de comprendre quelle est la signification de leur culture, de leur religion, quel rôle ça joue pour eux dans leur processus d'intégration à la société, ce serait déjà un pas important, je pense. Pour un juste pour être sûr, pour 10 minutes, parfait. Le point 5 est important, et il rejoint aussi cette nécessité d'essayer de se placer dans la peau de l'autre, et surtout dans la tête de l'autre. Parce que, comme individu, on est tous porteurs de ce qu'on appelle en anthropologie des chaînes culturelles, c'est-à-dire des éléments de notre inconscient qui nous permettent de faire du sens de la réalité à laquelle on est confronté. Je fais toujours l'exercice en classe de demander aux étudiants si un groupe ethnoculturel, par exemple, au Canada, revendiquait le droit de pratiquer les mariages forcés, parce que ça fait partie de sa culture traditionnelle et qu'on reste attaché à cette pratique-là. Seriez-vous ouvert à cette possibilité-là? Évidemment, il y aurait plein d'obstacles dans les faits, mais prenons l'idée à la base. Actuellement, il y a un refus catégorique. Il n'y a pas un étudiant qui lève la main pour dire que, ouais, on pourrait y penser. Non. Par contre, quand je demande, est-ce que des mariages arrangés, par exemple, pourraient être acceptés au Canada? Enfin, il y en a déjà, mais quand on explique que des mariages arrangés, par exemple, souvent, c'est que les parents vont proposer un certain nombre de candidats à leur fille ou à leur garçon, il va y avoir des discussions et on va arrêter le choix sur quelqu'un. Ou à l'inverse, c'est plutôt la fille ou le garçon qui va proposer un certain nombre de candidats potentiels aux parents et on va discuter, on va choisir quelqu'un. Alors là, il y a une plus grande ouverture. Et quand on essaie de réfléchir pourquoi un type de mariage, on est complètement contre, et pourquoi un autre, deux types de mariage exogènes, pourquoi dans un cas c'est un refus total, pourquoi dans l'autre il y a un certain espace de tolérance, c'est parce qu'en fonction d'un de nos schèmes culturels, qui est celui de la prédominance des libertés fondamentales des individus, dans un cas, on voit une absence complète de liberté, alors que dans l'autre, on voit un espace où les principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui vont se marier, ont un espace pour faire entendre leurs préférences. Voilà. Alors, évidemment, nous, on réagit comme ça, mais les nouveaux arrivants arrivent avec des schèmes culturels qui sont souvent très différents des nôtres. Et un des schèmes culturels prédominants dans les sociétés traditionnelles, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais c'est un peu à l'inverse de nous, c'est-à-dire que tout prend sens quand on prend en considération d'abord et avant tout le groupe d'appartenance. Alors, une action doit être jugée en fonction de ce qu'elle implique pour le groupe à qui on appartient. C'est en ce sens-là que des pratiques qui nous semblent complètement inacceptables, comme les crimes d'honneur, par exemple, des mutilations génitales, ça ne fait pas de sens par rapport à nos chaînes culturelles, mais dans certaines cultures, il y a une explication à ça. Ça fait du sens. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter ça dans notre société, mais ce que je suis en train de dire, c'est que du moment où on a une idée d'où ça vient, quelles sont les raisons derrière ces pratiques-là, ça nous donne un outil pour amorcer un dialogue avec l'autre. Ça nous donne des éléments de compréhension de l'autre, et à partir de ces éléments-là, on peut entamer une discussion et essayer peut-être d'arriver à une forme de compromis où on arriverait à une situation qui serait compatible avec les chaînes culturelles de part et d'autre. C'est pas évident, je ne dis pas que c'est facile, mais en théorie, il pourrait y avoir
il y a certainement des avantages à essayer de se placer comme ça dans la perspective de l'autre. Et ça rejoint le point 6, enfin, en disant que finalement, il ne faut pas sous-estimer la capacité et la volonté des individus, autant dans la société d'accueil que chez les nouveaux habitants, d'accepter des compromis. Je pense qu'actuellement, il y a une ouverture, il faut tirer profit de cette possibilité de compromis. Mais encore là, il faut que ces compromis-là soient compatibles, notamment avec certaines chaînes culturelles qui sont prédominantes de part et d'autre. Et le dernier point, le point 7, ça concerne les stéréotypes. C'est une réalité qui est très présente dans nos rapports avec les gens d'autres cultures. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que les stéréotypes, c'est normal d'en avoir. En fait, c'est même nécessaire d'en avoir, parce que c'est une forme d'outil cognitif qui nous permet de classifier des choses, de faire du sens par rapport à l'infinité d'informations à laquelle on est confronté. Ça nous permet de catégoriser des réalités. Et des stéréotypes, c'est très rare que ça ne part pas d'une certaine forme de réalité. On va construire un stéréotype sur quelque chose qui a été observé à un moment chez quelqu'un dans une situation donnée. Les stéréotypes, on en a tous, c'est normal d'en avoir. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces stéréotypes-là? Si on n'est pas conscient des stéréotypes qu'on véhicule, ils vont avoir une influence très importante sur notre façon d'interagir avec les autres, parce qu'on va percevoir les autres strictement à partir des stéréotypes qu'on a à leur égard. Et parfois, ça peut aller très loin. Je donne souvent l'exemple au Québec de nos valeurs communes. Vous vous souvenez, en 2007 ou 2008, après Bouchard-Taylor, le gouvernement a exigé que les nouveaux arrivants qui s'installent au Québec signent une déclaration dans laquelle ils reconnaissent adhérer aux valeurs communes des Québécois, qui sont au nombre de 7. Je mettrai au défi, moi le premier, de tous les décliner un après l'autre ici. Mais en même temps, supposément que c'est des valeurs communes, donc on serait tous porteurs et défenseurs de ces valeurs communes. Quand on y regarde de près, on se rend compte que ces valeurs-là, qui sont très génériques et dans le fond propres à n'importe quel pays occidental, portent notamment sur le fait qu'on est dans une société libre et démocratique, dans un État laïque, dans une société pluraliste, une société qui repose sur la primauté du droit et une société où l'égalité homme-femme prédomine. C'est une valeur importante. Vous prenez la plupart de ces valeurs communes-là et vous pourriez les mettre en opposition avec les principaux stéréotypes qu'on attribue à un certain groupe d'immigrants, en particulier des musulmans. L'espèce de stéréotype que les musulmans viennent de sociétés autoritaires, théocratiques, où les femmes n'ont pas l'égalité par rapport aux hommes, et des sociétés qui voient les étrangers d'un mauvais œil. Alors dans le fond, on se définit nous-mêmes et on donne une image de nous-mêmes en fonction de stéréotypes qu'on voit chez les autres à qui on s'adresse. Parce que quand on définit une identité pour nous-mêmes, on ne s'adresse pas à nous-mêmes, on sait qui on est. Quand on se donne une identité, c'est pour parler aux autres. Alors ici, on se construit une identité pour dire aux autres, voici qui on est, si vous venez chez nous, ce sont les valeurs auxquelles vous devrez adhérer. Ces valeurs-là, outre le fait qu'on pourrait les questionner chez nous, leur véritable portée chez nous, ces valeurs-là, ça envoie aussi un message à ceux qui viennent chez nous. Ça leur dit que notre société, nos valeurs, elles sont fondamentalement différentes des vôtres. Alors qu'ici, on construit cette identité sur des stéréotypes qui ne correspondent pas très largement à ce que sont notamment la très grande majorité des immigrants qui veulent venir chez nous et qui, dans le fond, ces immigrants souhaitent plutôt bénéficier d'un environnement qui baigne dans ces valeurs qui sont les nôtres et qui sont partagées aussi par ces immigrants. Alors, vous avez un certain nombre de principes ici, je vais juste présenter.
pratique, ces principes-là. Voilà. Alors, je pense qu'on peut les mettre en pratique à travers trois approches qui permettent de les couvrir d'une certaine façon. Donc, certainement, manifester un sens critique dans nos rapports interculturels avec des gens d'autres cultures. Ce qui veut dire faire un effort pour connaître les faits, avoir un esprit critique par rapport à certaines représentations qui peuvent circuler des gens d'autres groupes ethnoculturels. Il faut adopter, comme on l'a vu, certainement une posture de réflexivité, c'est-à-dire être sensible à nos propres perceptions des autres, nos propres représentations des autres. Est-ce qu'elles sont valides? Est-ce que j'ai des biais? Est-ce que j'ai des stéréotypes qui faussent d'une certaine façon ma représentation de l'autre? Et il faut se placer, comme je disais, comme on a donné certains exemples, chercher à se placer dans la perspective de l'autre. C'est de comprendre quelle est la position de l'autre, dans quelle situation il se retrouve. Et je pense que ce sont ces approches-là, ces réflexes qu'on devrait développer, qui devraient être mis en valeur et promus par l'État. À mon sens, le rôle de l'État est plutôt d'encourager ces valeurs-là et de faire en sorte de les développer chez les citoyens, plutôt que de chercher lui-même à gérer la diversité interculturelle. En tout cas, jusqu'à présent, ça n'a pas été la voie la plus profitable. Alors voilà, je termine à 0 minutes.